Il y a une expérience qui permet d'approcher de manière assez nette la différence dans la relation à l'autorité et à la parole entre les surdoués et les autres. Et c'est une expérience qu'on vit notamment quand on est psy et qu'on s'adresse à un public un peu large. Quand on fait une conférence, ou qu'on est face à un groupe de parole, qu'on est amené à prendre la parole en tant que psy, face à des gens qui ne sont pas concernés par cette question, face à des gens qui sont venus écouter un psy parler sur une question, quelle qu'elle soit. En général, on fait face à deux positions d'écoute en face. Il y a ceux qui, parce qu'on est psy, parce qu'on a l'étiquette de l'expert, au fond, boivent nos paroles. C'est-à-dire, s'imaginent qu'on a tout compris au psychisme, on a les réponses à absolument toutes les questions qui peuvent se poser, et nous regardent avec un peu d'effroi, parfois carrément avec le regard apeuré d'une biche qui est prise dans les phares d'une voiture. Voilà, on regarderait en rayon X dans leur tête, et on saurait tout ce qu'ils sont et tout ce qu'il faut faire. Et puis il y a la position symétriquement inverse, qui est celle souvent du conjoint, qui a été traîné là, et qui se dit que, parce que de toute façon, c'est un psy, donc forcément, il raconte que des conneries. Alors, ça peut se décliner, hein. C'est un psychanalyste, donc il raconte que des conneries, ou c'est un psychiatre, donc il raconte que des conneries, enfin bref. Donc, lui, il refuse en bloc. Et finalement, ces deux positions sont la même inversée. S'il y a bien une chose qu'aucun des deux ne fait, c'est d'écouter vraiment. Écouter, c'est-à-dire sous-peser les arguments, essayer d'examiner la logique interne du raisonnement qui est fait devant soi, d'en examiner les implicites, de voir si ça tient debout ou pas, de mettre en cohérence avec ses propres convictions. Bon. Quand on est face à un public de surdoués, ça m'est arrivé plein de fois, des conférences, groupes de parole, quel que soit l'âge en face, quel que soit le bagage culturel, quel que soit, il y avait des gens à bac plus 50 et des gens à bac moins 50. En revanche, il y avait une chose très nette, c'est qu'on fait face à 10, 15, 20, 50, 100, 200 personnes, dont on sent bien qu'il y a 200 paires de regards complètement allumés, où chacun est en train, à chaque phrase, de mettre en relation activement à la phrase précédente, à essayer de deviner où on va aller. On voit bien que chacun s'autorise à se dire « mais c'est vrai ce qu'il dit ou pas ? Est-ce que c'est cohérent déjà ? Est-ce que ça correspond à ce que j'ai lu ou à ce que j'expérimente ou à... » Bon, chacun se fait vraiment son idée. Et on retrouve exactement la même chose d'ailleurs quand les gens viennent pour la première fois dans le cabinet. C'est-à-dire que venir dans le cabinet d'un analyste, comme dans n'importe quel espace, c'est normalement entrer dans un endroit qui a des règles. Il y a finalement des statuts qui sont déjà inscrits dans un récit collectif où le psy a une certaine autorité, il a le droit de poser certaines questions d'une certaine manière, ou tout un dispositif, tout un protocole que la plupart des gens cherchent à identifier pour y coller le plus possible. Les surdoués, c'est le contraire. C'est-à-dire que quand ils viennent, au lieu de regarder seulement ce qui leur confirme qu'ils sont bien là où ils pensaient être, je sais pas, il y a un divan, il y a une bibliothèque, il y a un fauteuil, enfin bon, je suis bien chez le psy, ils regardent tout le reste. Les objets bizarres, ils regardent les chaussures du psy, quand ce sont des enfants, ils se mettent à chercher avec quoi jouer ici, alors ils se mettent à compter les lattes du plafond, ou à... Bon. Et puis, ils sont à l'affût, derrière les apparences évidentes, du reste. Au fond, mais qui c'est celui-là? Ok, c'est un psy, d'accord, mais c'est quoi un psy? C'est qui, lui? Et qu'est-ce qu'on fait ici? Ils sont dans une recherche très active de signification. Ce qui implique aussi, d'ailleurs, évidemment, une remise en cause implicite, pas forcément consciente. Les surdoués ne sont pas forcément activement révoltés, ils ne sont pas forcément impertinents, mais finalement, il y a quand même une remise en cause implicite de base des statuts d'autorité. Au fond, ils s'autorisent à réfléchir pleinement, quel que soit le sujet sur lequel on parle, et à s'approprier la question, quel que soit le statut qu'ils ont par rapport à cette question. Ce qui finalement, si on réfléchit en termes anthropologiques, est très rare. Déjà, c'est très rare à l'échelle de l'histoire des sociétés. Parce que le grand mythe de la société moderne, de nos démocraties contemporaines, ce serait que chaque individu est une personne, chaque individu est un sujet, et chacun a le droit à la parole, chacun a le droit de s'exprimer, chacun a le droit de réfléchir, et que la parole de tous est respectée en tant que parole. Ça, déjà, à l'échelle des sociétés, si c'était vrai, ce serait une nouveauté absolument radicale. Alors, il suffit de rappeler que dans la plupart des sociétés humaines, la parole, elle a un statut et une valeur qui sont a priori, et qui dépendent de qui est en train de l'émettre. Et
C'était vrai jusqu'à il n'y a pas longtemps du tout. Je ne parle pas simplement des sociétés amazoniennes, où une parole des femmes, une parole des hommes, une parole des anciens, une parole du chaman, une parole des femmes enceintes. Bon, mais il y a encore pas si longtemps, en termes de génération avant-hier, une femme, par exemple, n'avait pas à avoir d'avis politique. C'était en tant que femme que ces idées politiques étaient disqualifiées. C'était pas parce qu'elles n'étaient pas intelligentes ou bien argumentées ou mal énoncées, ou etc. Non, en tant que femme. Il y a encore cette phrase qui revient très fréquemment, qui est, quand on dit aux enfants, on ne répond pas aux adultes. C'est on ne répond pas aux adultes. Si on réfléchit aux significations que ça a eu longtemps, c'était tout simplement l'enfant a tort, en tant qu'enfant. Bon. Et ça se déclinait de manière tout à fait explicite dans toutes les sphères de la société. Alors bien sûr, on a basculé dans une société qui prétend le contraire. Mais en fait, dans tous les milieux sociaux, il y a des mécanismes d'autorisation de la parole. Si on regarde une structure, je ne sais pas, une institution, n'importe laquelle, un hôpital par exemple, il y a une hiérarchie sociale qui va tout en haut du directeur de l'hôpital et puis surtout des grands pontes, par exemple des chefs de service, des chefs de clinique, et qui descend jusqu'au dernier brancardier ou à la personne qui fait le ménage, en passant par les infirmières, les internes, les médecins, etc. Si ça prescrivait des statuts de la parole exclusivement sur les quelques champs où vraiment la personne est particulièrement experte, c'est-à-dire que le chirurgien cardiaque ait autorité juste quand il parle de chirurgie cardiaque, que dans une salle d'opération, ça ne se décide pas forcément démocratiquement et que celui qui a le plus d'expérience décide au moment clé quel est le coup de ciseau à donner ou le coup de scalpel. Bon, ok, ça, bien sûr. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que dans une discussion, quelle qu'elle soit, il est évident que la parole de certains va peser infiniment plus que celle des autres. Et non pas seulement aux yeux de ceux qui sont au-dessus, mais aussi aux yeux de ceux qui sont en dessous. Tout le monde va intérioriser ces mécanismes qui font que il y a des paroles qui ont de la valeur et d'autres non, quel que soit le champ concerné. Et c'est précisément cette autorité, ces mécanismes d'autorisation de la parole, qui sont complètement pris à rebours par les surdoués. Pas parce qu'ils auraient forcément réfléchi à ça, que ça les indignerait, qu'ils auraient un sentiment d'injustice qui font qu'ils étouffent quand on interdit leurs paroles. Oui, parfois, certains, bien sûr, le vivent comme ça, mais pas tous. En revanche, dans la mesure où ils ne savent pas appréhender quelque chose sans y être pleinement, que finalement les choses les intéressent, eux, quand ils peuvent y exister comme sujet, les questionner, ils ne peuvent pas, ce en quoi je reconnais tout à fait, c'est-à-dire que je vois bien que ce que je vois chez mon public quand je fais une conférence à des surdoués, c'est la même attitude que je peux avoir moi si demain je croise, je sais pas moi, un horticulteur qui va m'expliquer plein de choses sur la culture des orchidées, je vais pas l'écouter la bouche ouverte. Si je me contente de l'écouter la bouche ouverte sans réfléchir, en gobant ce qu'il me dit, de toute façon ça m'intéresse pas du tout, je vais pas l'écouter du tout. Ça ne peut commencer à m'intéresser que si je me pose la question de « Tiens, et moi, si j'étais horticulteur, comment je ferais? Qu'est-ce qui pourrait m'amener à être horticulteur? Qu'est-ce que je pourrais trouver passionnant dans les fleurs? Tiens, qu'est-ce qu'il trouve lui passionnant? Et comment il fait? Tiens, et est-ce qu'il y aurait moyen de faire autrement? Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, etc. » Bon, évidemment, j'y connais rien aux fleurs, donc la différence d'expertise sera radicale. Mais ça n'empêche pas que je puisse ponctuellement poser une question à laquelle l'autre n'aurait pas pensé, faire une remarque intéressante, déceler, tiens, une faille logique dans son approche, ou quelque chose qui manque, quelque chose qui pourrait être... bon. Et c'est là évidemment que la discussion va être intéressante, à mon goût. Mais c'est là aussi que celui qui est dit expert, si au fond il assoit sa relation au monde et sa manière de construire le sens sur le fait que, précisément, c'est un expert, donc il a forcément raison, donc sa parole n'a pas à être contestée par un non-expert, c'est là bien sûr que, par ma simple question, je vais le déstabiliser très profondément. Et c'est une des raisons pour lesquelles les surdoués se retrouvent très souvent en butte à une stigmatisation dans les institutions et de la part de ceux qui détiennent le pouvoir, qui n'est pas du tout fonction de leur rébellion active. C'est-à-dire que le gamin qui, au dernier rang, conteste le prof ouvertement, conteste son autorité, lui dise « mais c'est pas logique, mais pourquoi vous nous enseignez ça ?» Que celui-là soit mis à l'index, on peut comprendre. On peut en comprendre les mécanismes. Pas dire que c'est légitime, mais on peut comprendre pourquoi. Ce qui est plus troublant et beaucoup plus angoissant, c'est le nombre de surdoués qui, alors même qu'ils ont l'impression de tout faire pour passer entre les mailles du filet, pour que ça ne se voit pas, notamment ceux qui ont intériorisé le fait qu'il ne faudrait surtout pas que leur décalage soit perceptible, quand ceux-là
se font taxer d'impertinence, quand ceux-là se font remettre à leur place très vertement, dès qu'ils osent à peine, avec une infinité de précautions, prendre la parole, évidemment, pour eux, c'est sidérant. Il y a une angoisse vertigineuse. Et tant qu'on n'a pas aperçu l'écart fondamental, et qui est d'autant plus difficile à apercevoir en effet qu'il est contradictoire avec toute la légende qu'une société se raconte sur le respect de la parole de chacun, et sur la rationalité, parce qu'on serait censé être la société rationnelle. Celle où enfin, chacun réfléchit et en fonction de ses connaissances objectives, détermine exactement quelle est la vie à avoir sur telle et telle question. Alors que pas du tout. Finalement, il y a des modalités de croyance tout aussi irrationnelles, et ce quel que soit le milieu, quel que soit le degré de culture que dans les autres sociétés, mais en plus, c'est désormais masqué. Et c'est une des raisons aussi qui nous a conduit à écrire ce livre comme on l'a écrit. Parce que précisément, on n'avait pas du tout envie de faire un livre d'experts, un livre qui, du haut de je ne sais quelle autorité, fait tomber un certain nombre de grandes vérités éternelles sur les surdoués ou sur l'humanité. C'est un livre d'abord qui questionne, et c'est un livre où on a voulu rendre explicite le chemin intellectuel qui nous conduit à certaines hypothèses. Pour aussi que le lecteur puisse se les approprier et éventuellement se dire « mais ils racontent que des conneries, ils ont complètement tort pour telle et telle et telle et telle raison ». C'est là que la discussion est intéressante. On voulait aussi offrir à nos lecteurs le livre qu'on aurait envie de lire sur la question, c'est-à-dire un livre qui permet d'engager le dialogue, la véritable réflexion pied à pied sur chaque argument, qui permet de partir en exploration, en découverte, qui soit une aventure théorique, et non pas un simple résumé d'une activité théorique qui ne concernerait que les auteurs.